Aujourd'hui, on va essayer de réfléchir ensemble. On va partir de sujets super techno avec lesquels vous avez échangé avec les collègues précédemment. Et on va essayer de remonter un petit peu. Je vous ai remis le synopsis. Pour ceux qui ne l'avaient pas lu, c'est vraiment très désagréable. Ça va mieux, ça a l'air d'aller mieux. Ça, c'est mieux. Ouais. Du coup, Régis Després, bonjour, je suis tech partner chez Publicis Sapient. Très très heureux de bosser avec nos amis de chez Xebia qui ont rejoint la famille. C'est très agréable d'avoir autant de qualité et de technicité à portée de main. C'est horrible. Ça devrait aller un tout petit peu mieux. Non, c'est ça, il fallait que je me rase ce matin. J'avais pas fait. Le disclaimer, moi aussi, j'en ai un, c'est que je vais pas vous prendre très longtemps, je vais vous laisser aller manger et boire après. Très très rapidement, on s'est pas concerté avec Alexis, mais il y a des sujets qui se touchent, donc s'il y a des slides qui se touchent de trop, on ira super vite dessus. Et en introduction, je voulais juste mettre les bases de l'adoption du cloud aujourd'hui par les entreprises, on va dire, où on voit qu'on a à peu près entre 2 et 15% on va dire, d'adoption supplémentaire entre l'année dernière, l'année 2017 et l'année 2018. C'est pas fou, mais c'est quand même une tendance qui est relativement, on va dire, importante à noter, puisque nous, en tant que Publicis Sapient, on est face aux clients qui struggle à adopter le cloud, et on est content de voir qu'il y a quand même des gens qui passent le pas. C'est pas forcément le cas pour tout le monde, et qui font, non contents de passer le pas, des vrais trucs dedans. Puisqu'a priori, il y a plus de la moitié des gens qui vont sur le cloud, qui mettent en prod et qui font pas des expérimentations. C'est juste pour mettre le contexte. La vue telle que la CNCF le voit en termes de technologie sur pas forcément l'année dernière, mais en tout cas sur ce qu'il y a en incubation chez eux, Alexis en a parlé précédemment, je vais pas m'étendre dessus, mais ce qui moi m'intéressait, si on le met en un peu plus grand, c'est les deux grosses boîtes en haut à droite, et si ni plus ni moins, on a de la plateforme et de l'observabilité. C'était là où je voulais vous amener, c'est que ni plus ni moins, ça semble être un sujet d'intérêt qui va un petit peu dans le sens de ce que j'aimerais discuter avec vous, à savoir comment on gère les sujets d'opérabilité dans le cloud demain. Pareil, Dixit, la même CNCF, le trajet super sympathique pour dire on est cloud native ready. Je l'ai schématisé en 10 points qui sont ni plus ni moins les mêmes au wording près, et selon la CNCF, si on parcourt le chemin en 10 points, on est cloud ready et on n'a pas de problème, on est scalable, on est distribué, on n'est pas locked in. Reste à voir. Nous, aujourd'hui, dans les projets qu'on a dans la vraie vie chez Publicis Sapient, j'en ai pris 3, un petit, un moyen et un grand. Et malgré tous les efforts qu'on fait pour pousser tout ce qui est, on va dire, agnostique, tout ce qui est scalable, tout ce qui est, on va dire, un peu bleeding edge en sens valeur plus que techno, on n'y arrive pas vraiment. Hein. On a un projet WordPress, alors ça c'est spécial pour notre CTO qui adore WordPress. Quand on lui en parle, il a des boutons. Il a franchi la deuxième marche. On a un projet, on va dire, dans l'automotive qui n'utilisent que des services managés. Ça, c'est parce qu'ils n'ont pas d'ops en fait en vrai. Donc je ne sais pas sur le chemin que nous propose le CNCF pour faire quelque chose de bien, à quoi ça correspond. En fait, c'est un schéma hybride. Et un projet un peu plus gros d'e-commerce où on est parti from scratch, où là, pour le coup, on a franchi les 10 marches. Et même en franchissant les 10 marches, je vous assure qu'en termes d'opérabilité, c'est pas du tout ça encore. Et je vais vous mettre à contribution, je sais bien qu'il est un peu tard, mais sur les deux archis, là, celle qui est, on va dire, inconnue au chemin de la CNCF et le fameux WordPress, qu'est-ce que vous, alors là ça va être un petit peu compliqué, mais on va essayer, qu'est-ce que vous auriez comme réflexe pour rendre une architecture, on va dire,
3/3 conteneurisé et une architecture pleine de microservices. Qu'est-ce que vous auriez comme réflexe pour rendre ces produits ou ces archis plus robustes? Ah, si vous ne me répondez pas, ça ne marche plus. Je passe pas à la prochaine, tant que j'ai pas eu de réponse. Alexis, toi, qu'est-ce que tu aurais fait pour rendre un WordPress plus robuste, à part le foutre à la poubelle? Rien. Bon, ok. Thomas, qu'est-ce que tu aurais fait, toi? CSS, j'irais Ok. Donc c'est du design, ni plus ni moins. Alexis? Déjà, ça fait partie de l'architecture de web, ça fait partie Monitoring, et ça va garantir que ton truc il tombe pas et que t'as pas de problème avec. Ok, t'as été prévenu, c'est un bon sujet. La gestion de l'étage, le DB, etc., des trucs OCG, en sorte de pouvoir le scaler et avoir un recover si jamais il tombe. Donc le scaling. Ok. Non, ça, éventuellement, si tu peux avoir plusieurs instances de ton WordPress, Dieu merci, je ne connais pas si le WordPress. Non. Bah, là où je voulais essayer de vous emmener, c'est que sur une des architectures, on a... Alors, l'observabilité, c'est ce vers quoi j'aimerais qu'on aille, mais on a des réflexes de type backup, monitoring, redondance, ni plus ni moins. Et aujourd'hui, ça n'a pas énormément de sens. Là où on a des services managés à côté qui sont complètement abstraits et où on ne s'est pas concerté avec Alexis, mais on n'a pas de valeur à gérer de la complexité dans ces infrastructures. En fait, ce qu'on cherche, c'est justement à rendre, on va dire, un service, et c'est là où je vous emmène, une valeur. On a un consommateur derrière, en fait, et malgré tous les sujets, on va dire, technologiques, c'est un produit qu'on fournit, et il est géré, on va dire, par un coût. Et peu importe ce qu'on y fait à cette infrastructure WordPress ou à ces services managés, in fine, c'est ça qu'il faut monitorer, parce que c'est ça la valeur en fait du produit. Et donc peu importe ce qu'on met derrière, si vous n'êtes pas capable de mesurer la satisfaction du comportement du consommateur, la valeur que le produit délivre et le coût accessoirement, ça va être un peu compliqué. Et aujourd'hui, comment on fait pour mesurer ça? En 2018, je ne sais pas si vous le faites tous, je n'ai pas vu dans le panel d'entreprises et de services et de clients qu'on a qui s'attachent vraiment à mesurer ça. On se perd tous dans des espèces de comment gérer un cluster Kubernetes, comment justement harden des infrastructures. Et in fine, c'est pas vraiment la cible. La cible, c'est le client qui a derrière toutes ces infrastructures. Alors ça rejoint un petit peu ce que disait Alexis, dans le sens où nous, on veut pouvoir s'abstraire de toute cette complexité. Mais encore plus, on cherche à mesurer le comportement de cette infrastructure pour une valeur donnée. Et en situation, le fait de centraliser tous les événements, on va dire, du système, ça semble pas une mauvaise idée. Alexis a déjà fait l'exercice sur les différents cloud providers. On a donc sur GCP, sur Azure, sur AWS, on a même des solutions SaaS qui vous permettent de centraliser tous les événements, donc le monitoring, le fameux monitoring. Mais ce qu'il y a comme ce qu'il y a d'important, c'est le monitoring du client jusqu'au tréfonds de la base de données. Parce que si on n'arrive pas à ça, c'est-à-dire un comportement qui a une valeur et qui a des impacts sur une infrastructure, on tourne un peu en rond et on génère pas forcément de la satisfaction pour les personnes pour lesquelles on crée du produit technologique ou pas technologique. Je vous ai perdu ou je vous ai pas perdu? Je vous ai pas perdu complètement. Du coup, pour gérer tout ça, pour essayer de s'abstraire de la complexité, on peut peut-être essayer de réfléchir par d'autres modèles que justement augmenter le degré de monitoring ou augmenter la robustesse. Alors là, j'ai fait un piège, c'était pour voir si vous n'étiez pas complètement endormi. Je pense que c'est le seul des patterns qu'on ne va pas vouloir
rencontré. Le fail silent, c'est le truc qui fail et qu'on voit pas, ni plus ni moins. Ça a été étudié par un certain nombre de personnes qui partent du principe, ou du moins qui arrivent à des conclusions, plus que partent des principes, que plus on essaye de rajouter de la complexité, plus on se fout les pieds dedans. C'est super simple et super logique, mais ça vaut le mérite de le dire. Ensuite, après, on pourrait imaginer du fail fast. Je ne sais pas si ça vous parle, fail fast, pour gérer les problèmes. Bon, ça va un peu avec l'infrastructure as code et tout ce qui pourra nous permettre, on va dire, de passer du zéro toute production en le moins de temps possible. Donc ça, je pense que, à part l'automatisation, on ne va pas aller très très loin. Les tests, bien évidemment, parce qu'une fois qu'on les a remontés, il faut bien s'assurer que ça fonctionne. Et le fail-safe, est-ce que ça vous parle ? Ça fait partie des exercices qu'on voit un petit peu dans les sociétés comme Netflix, comme Amazon et chez quelques personnes un petit peu, on va dire, motivées. C'est le fait de casser les choses, mais on va dire de manière sereine. On prend le temps de casser les choses, on prend le temps de gérer les comportements qu'on souhaite pas avoir avant de les avoir, et quand on les a, on sait à peu près comment on fait. Ça peut se faire gentiment, comme Thomas le fait sur certains programmes où c'est tout bêtement une feuille en fin de sprint qui dit bon, on va casser notre appli et puis on va voir comment ça se passe. Et puis dans le sprint d'après, on prendra les éléments qui vont faire en sorte qu'on soit serein une fois que c'est cassé. Ou ça peut se faire at scale quand on a des infrastructures qui tournent sur AWS où on peut jouer avec du Chaos Monkey ou avec d'autres trucs de ce style qui sont, on va dire, plus à large échelle. Ok, et on peut aussi éventuellement changer de paradigme. Changer de paradigme, ça veut dire changer de design. On reprend notre appli WordPress. WordPress, ça sert à quoi ? Pour un site institutionnel, par exemple. On ne parlera pas du site d'Exebia, parce que Alexis m'en a absolument pas parlé. Et en vrai, à quoi ça servirait de se payer une complexité telle qu'un WordPress pour afficher des pages statiques? Pourquoi on n'irait tout bêtement pas vers du Jekyll ou autre techno qui nous permettrait de juste compiler le code, avoir un CMS headless et ensuite après déposer ces fichiers statiques sur du cloud native qui n'est pas opéré par nous? Qu'est-ce que vous avez d'autre comme exemple? Vous n'avez pas l'air d'être super motivé pour parler. Moi, ce qui m'aurait intéressé, c'est de voir un petit peu si vous aviez d'autres exemples. Est-ce que vous avez d'autres exemples de paradigmes qu'on pourrait changer sur, par exemple, je ne sais pas moi, une gestion de blog? Gestion de blog dynamique, changer les paradigmes? Non, c'est pas super important, mais l'esprit est là. C'est que je pense qu'il y a certaines technologies qui sont, on va dire, faites, utilisées et on va dire mises dans le marbre, là où en fait il n'y en a juste pas besoin. J'ai fait super rapide. L'automatisation, les managed services pour pouvoir justement s'abstraire de la complexité et délivrer de la valeur, les circuit breakers pour ceux qui ne peuvent vraiment pas se passer de la technologie, le fait de monitorer du bout en bout les infrastructures, c'est quelque chose qui n'est pas assez développé, qui, je pense, mérite d'être développé, et tout ce qui est test, on va dire, sur les produits qu'on déploie. Voilà, j'ai fait plus vite, c'est pas possible. Voilà.